Un petit papier. Accueillir des plus gros bateaux, pas tellement. Ah ouais, et pourtant Et on s'arrête. des arrêts. Moi je venais pour tenir la buvette, hein, qu'est-ce que tu veux. Bonjour. Ah, ouais. Et donc on est content de se retrouver ici à Plouer. On devait faire une fête, mais vous avez bien compris que les aléas font que on fera la fête à la maison. Monsieur Yann Godet, qui est notre maire bien-aimé, il va quand même nous accueillir dignement, comme il sait le faire. On m'avait demandé un petit mot, donc je m'exécute. Bon, déjà, voilà, vous souhaitez la bienvenue malgré la météo qui n'est pas au rendez-vous et qui n'offre pas peut-être les conditions espérées pour aussi faire que peut-être cette lutte soit aussi un temps de fraternel et de partage. Donc voilà, on peut regretter malheureusement que la météo ne nous ait pas soutenus. Malgré tout, voilà, bravo quand même pour cette marche et cette démarche qui, à mon sens en tout cas, est une initiative qui montre vraiment l'avenir de notre système de santé comme une préoccupation majeure pour les années qui viennent. Moi, le message que je voulais aussi véhiculer et que peut-être certains peuvent partager, hein, c'est le fait que les enjeux de notre système de santé ne peuvent pas, bien évidemment, se résumer disons, à des prérequis de quelques techniciens ou en tout cas à certaines volontés de comptables déterminés, et qu'il s'agit vraiment d'un sujet de société et de démocratie locale notamment, et surtout d'égalité des chances, et que c'est un point important qu'il nous faut aussi peut-être rappeler. Donc voilà, le projet, au-delà du système de santé, mais c'est pas que le projet qui a beaucoup, disons, drainé nos discussions, nos échanges sur ces derniers mois, ces dernières années, reste quand même la perspective de ce nouvel hôpital territorial, et notamment son futur site à Saint-Jean-des-Guérets, puisque c'est le site qui a été défini et arrêté jusqu'alors. Malgré tout, de grandes zones d'ombre persistent. Alors j'en ai fait quelques listes. En tout cas, moi, les questions que tout ceci m'amène et tout ce processus a pu conduire. Le premier fait, c'est la santé des populations du territoire de santé numéro 6. Et sera-t-elle garantie et dans quelles conditions? Je pense qu'aujourd'hui, on a encore besoin d'éclaircissements sur ce point-là. En étant aussi élu de la circonscription dinanaise, bien évidemment la question de la place du site de Dinan et quelle sera sa vocation dans cette nouvelle organisation. On a des annonces qui nous ont été faites, on a encore quand même des doutes, notamment la disparition de la maternité qui a été entérinée déjà depuis quelques temps, mais maintenant la disparition du centre périnatal qui semblait être pourtant un argument avancé pour nous dire voilà, que tout ne devait pas être vu et analysé au prisme de la maternité. Bon, l'annonce de cet arrêt du centre périnatal vient marquer en tout cas une certaine contradiction. Et puis on peut ajouter la fragilisation de certains services. On pourrait citer notamment la gériatrie. Voilà, tout ça sont autant de signaux en tout cas qui affaiblissent un certain nombre d'annonces qui ont pu être faites et d'engagements qui ont pu être pris. Donc voilà, on peut s'interroger quand même sur finalement les annonces qui sont faites n'engagent peut-être que ceux qui les croient, et en tout cas ça fragilise un petit peu l'ensemble du discours qui a pu être tenu jusqu'alors. Moi, il y a un autre point de préoccupation, hein, et finalement je crois que le Conseil national, je n'ai plus son nom en tête, hein, qui statue sur les gros investissements de santé, finalement semble aller aussi dans ce sens. Hein, c'est l'annonce des investissements colossaux qui fondent le projet du futur plateau technique. Disons que ces annonces d'investissement ne doivent pas non plus détourner d'un certain nombre de sujets qui ne sont pour l'heure pas encore clairement posés.
Alors je pense notamment à la complémentarité entre les acteurs du territoire pour offrir un service de qualité au plus grand nombre. Voilà, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur la manière dont on entrevoit eh bien, les exercices coordonnés entre privé et public, entre médecine de ville et monde hospitalier. Je pense que voilà, il y a des intentions là aussi qui ont été données, mais comment tout ça va prendre forme, je demande encore à voir. Ensuite, comment garantir un fonctionnement suffisamment rentable pour faire face au remboursement de tels investissements. Et je pense que là aussi, c'est un sujet qui, malgré les questionnements qu'on a pu avoir en ce sens lors d'échanges avec la direction de l'ARS au sein des instances de non-agglomération, on ne peut pas dire que les réponses qui ont été formulées soient de nature à être très rassurantes. Hein. On est là encore dans quelque chose qui se veut être un pari économique pour l'avenir. Est-ce qu'on peut aujourd'hui se permettre de faire ce type de pari sans avoir plus de garanties que ça? Alors on peut s'interroger aussi sur les stratégies pour faire face à la démographie médicale. Je trouve personnellement qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont apportés au débat et qui visent systématiquement à dire on va être en capacité d'attirer tel spécialiste et qu'on a une vision aussi très spécialisée ou en tout cas très ciblée des enjeux de démographie médicale, mais finalement ça tarde assez peu à l'ensemble du corps médical qui couvre vraiment un nombre de personnels beaucoup plus vaste et qu'un certain nombre de personnels hospitaliers ne sont pas pleinement intégrés aussi dans le projet d'établissement. Et que si on n'a que des spécialistes demain, je crains que l'hôpital il ne puisse tourner qu'avec des spécialistes. Voilà. Ensuite, là plutôt en tant qu'élu local, je m'interroge aussi sur la conduite même du projet. Donc là, ça nous ramène vraiment à la genèse et à la manière dont les choses se sont déroulées. Et c'est vrai que cette conduite de projet par l'autorité de santé semble avoir été fondée dès le début. Et vraiment la stratégie, elle a été vraiment structurée autour finalement de conclusions qui avaient été préétablies. Alors en tout cas je recoupe avec ce qui est demandé aux élus locaux, avec la nécessité de concerter, d'anticiper, d'échanger. Il est vrai que le moindre aménagement, même routier, le moindre dodane, nécessite tout un tas d'étapes. Et souvent, on part d'une page blanche pour essayer de construire un projet avec les personnes pour lesquelles le projet est destiné. Là, j'ai vraiment le sentiment que depuis le début, on avait des conclusions qui avaient été arrêtées et ensuite on a retissé un processus et une stratégie pour arriver au point de chute qu'on avait défini. On peut rappeler aussi que la création d'un nouvel hôpital constitue quand même un acte fort d'aménagement du territoire et qu'à ce titre-là, on ne peut pas considérer que ce sujet est exclusivement un sujet hospitalo-hospitalier. Et depuis le début, les élus locaux n'ont pas vraiment droit de citer, n'ont pas le droit vraiment de s'exprimer, ou en tout cas d'émettre des avis. Et le choix du site en est un joli reflet. Finalement, on aura un établissement et un équipement positionné à tel endroit. Et charge aux élus locaux finalement de trouver les solutions pour faire en sorte que les aménagements viennent se greffer à cet élément-là. Plutôt en tant que président du CCS de Plouer, puisque nous sommes gestionnaires de l'EHPAD du Pré-Suzin, qui accueille 55 résidents et qui est un établissement médico-social vraiment au cœur de la cité. Comment ne pas s'inquiéter pour l'avenir de nos établissements quand on constate aujourd'hui que près de 80% des EHPAD costarmoricains sont en déficit depuis plus de 2 ans et que finalement, puisque c'est aussi un sujet de santé, et qu'au moment où la problématique du vieillissement de la population devient de plus en plus prégnant, il est quand même assez inconcevable de constater que nos EHPAD ont été quelque peu abandonnés du contexte à la fois inflationniste, mais aussi des exigences réglementaires qui sont là, qui se déroulent avec, nous sommes de produire toujours plus de protocoles, de mise en œuvre, de justification, et tout ça sans aucun soutien supplémentaire. Donc forcément, on crée des effets de ciseaux qui mettent nos établissements en difficulté. Et quand on met des établissements en difficulté, on met aussi les résidents et les personnels
dans des situations délicates. Et quand on ajoute à ça les défaillances actuelles aussi de notre système de santé qui viennent directement impacter nos établissements, et j'en veux pour preuve voilà, des situations qui peuvent paraître comme ça anodines, mais qui finalement sont aussi le reflet d'un système qui est un peu défaillant à plusieurs étages et qui fait que par jeu de vases communicants, nos EHPAD se retrouvent aussi emportés. On a des hospitalisations qui ont pu avoir lieu, y compris des interventions chirurgicales, et des résidents qui, moins de 48 heures après, ont été renvoyés en EHPAD, et finalement la mission post-opératoire, eh bien, on la délègue aux EHPAD, alors que ce n'est pas leur mission première. Et si j'ajoute à ça les différentes entrées dans notre établissement ces derniers mois, on a des personnes qui clairement nous sont dirigées, orientées par les services de gériatrie, notamment de l'hôpital de Dinan, de personnes qui arrivent vraiment en fin de vie et qui passent moins de 3 semaines dans notre établissement. Donc là non plus, je dirais que ce n'est pas la mission première de l'EHPAD. L'EHPAD, c'est d'accompagner effectivement un résident en perte d'autonomie, éventuellement de l'accompagner jusqu'à ces dernières heures, mais certainement pas d'accueillir quelqu'un qui est déjà dans un processus de fin de vie. Et voilà, nos établissements, nos personnels ne sont pas formés et nous n'avons pas les moyens financiers et structurels pour répondre à ces missions-là. Mais voilà, ça résulte aussi de différentes lacunes qui s'ajoutent les unes aux autres. Donc voilà, en conclusion, c'est si nous visons finalement, si nous traitons bien souvent et utilisons ce terme de système de santé, c'est pour la simple et bonne raison qu'il nous faut bien alimenter une vision systémique et que trop souvent on compartimente, on décompose et on a une approche finalement de service très peu en phase avec ce principe de système de santé et que souvent voilà, les logiques et les prérequis budgétaires prennent le dessus. Je ne reviens pas sur la question aussi de la rémunération à l'acte qui a été un élément aussi profondément déstabilisant. Et donc on est arrivé à un moment où effectivement ce sujet de société doit prendre une autre forme parce que je crains que malheureusement des réunions comme celle-ci, comme d'autres, risquent de s'enchaîner et de se poursuivre dans les années futures. Donc voilà, aujourd'hui il est sans doute temps qu'en tant que citoyens, nous puissions collectivement appuyer sur cette exigence de co-construire et d'être partie prenante aussi de l'avenir de la santé en France, qui progressivement, en moins de 20 ans, est passé d'un des meilleurs systèmes de santé au monde à peut-être l'un des plus en difficulté aujourd'hui. Voilà, je ne voulais pas en dire beaucoup plus, j'ai peut-être même été un peu trop long, mais voilà, merci de votre écoute. Et là, je passe. Je ne pourrais pas répondre à cette question, mais je pense que d'ailleurs même la question ne se pose pas forcément au kilomètre, mais en temps. Et donc la question de l'axe de communication privilégié peut changer vraiment le kilométrage, mais de mémoire, je crois qu'on est censé ne pas excéder 25 minutes ou 30 minutes, je crois. Donc effectivement, là, dans ce cas présent, mais je pense que finalement la question c'est les territoires de santé, qu'est-ce qu'ils veulent dire aujourd'hui, parce qu'on a une organisation de l'ARS autour de territoires de santé, mais on voit bien que la manière dont on a structuré l'offre sur ces territoires ne tient pas compte finalement du périmètre qui a été établi. Aujourd'hui, le sud de Dinan va avoir effectivement plutôt une tendance à s'orienter vers Rennes et Saturé, ou Saint-Brieuc qui n'est pas dans un meilleur état. Mais Saint-Brieuc c'est beaucoup trop loin, le sud c'est bien. Alors ça dépend, parce que quand on est par exemple, si je prends Quitté par exemple, quand on est à Quitté, la plupart des accouchements à Quitté vont notamment, pour une partie substantielle, être vers Saint-Brieuc. Donc c'est en fait, voilà, la dernière commune du territoire de santé, c'est Kélia, qui doit être sur le 35. Parce que le territoire de santé est vraiment sur le 2 départements. Je ne suis pas sûr qu'un habitant de cette commune soit déjà venu à l'hôpital de Dinan. Enfin, j'ai un doute.
qu'il y a des périmètres, mais sont-ils pertinents? Et je ne suis pas sûr finalement que la question que vous évoquez ait vraiment été un socle dans le raisonnement qui a été pris. Je pense aux gens de Cône, par exemple, Cône, Saint-Dinan, c'est Rennes, quoi. Oui, c'est Rennes. Oui, je pense. C'est 40 minutes s'il n'y a pas d'embouteillage. Si ça tombe aux heures de pointe le matin, c'est 1h20, 1h30, les gens ont le temps de crever. Merci beaucoup. Merci pour Mais évidemment. Tout comme d'hab. C'est bien. Ah bah c'est le travail collectif du monde d'après. Voilà, mais Bah, on en a parlé sur le chemin. Voilà, les fameuses 12 pages. Dans ce monde, on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi. On est pas né dans un palace, on n'avait pas la CBA. Et la santé, elle est à nous. La santé, bien qu'on a montré que les contrats, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder, même si on est mouillé. Vous êtes mouillés et nous aussi pour le projet santé. donc comme on disait tout à l'heure, on est mouillé, mais on est sauvé parce que l'hôpital, on va le sauver. Et pourquoi on va le sauver? Parce qu'on est nombreux. Parce que là, voilà. Et pour le grand on s'est battu, on se battra, même si on est Servir à la croissance de tes marmots, servir à la croissance de tes marmots. Moi, je voulais simplement dire que j'étais là au nom de la coordination nationale. La coordination nationale, c'est plus de 60 comités sur toute la France métropolitaine, des comités qui militent pour le droit à la santé. Le droit à la santé qui passe par des hôpitaux fonctionnants, par des médecins traitants présents, et il y en a de moins en moins, qui passe aussi par une sécurité sociale qu'on se réapproprie, et ça fait un petit moment qu'on en a perdu les rênes, et le droit à la santé qui passe aussi évidemment par la prévention. J'oublie sûrement des domaines, mais tous ces domaines-là sont essentiels pour garantir notre droit à la santé. Par rapport à votre combat, je prendrai simplement l'exemple de l'hôpital, que je connais le mieux, puisque c'est celui de ma ville, celui de Vire. On nous avait dit à nous aussi qu'on verrait ce qu'on verrait et que ce serait magnifique. On devait avoir un immense service des urgences qui n'a jamais été agrandi. On devait avoir un CPP très fonctionnel, un centre de périnatalité. Il n'y a plus aujourd'hui dans ce centre de périnatalité de consultation de gynécologue. Les femmes, pour un suivi pathologique, doivent faire au minimum 35 km pour avoir ces consultations. Et on devait aussi garder tous les services de spécialité. Il n'y a plus aucun lit de service de spécialité à l'hôpital. Il n'y a plus que de la gériatrie. Alors je sais que la population viroise est vieillissante, mais aller attirer des jeunes avec tout ça, c'est un peu compliqué. Et puis, on a beau être vieillissant, on a le droit à des services de dermatologie, de cardiologie, et j'en passe. Alors oui, votre combat est juste. Oui, quand on se bat, on ne gagne pas forcément, mais quand on ne se bat pas, on perd assurément.
Voilà ce que je peux dire aujourd'hui avec vous. Et n'hésitez pas à nous rejoindre. Il me semble que de toute façon, le collectif de Saint-Malo est déjà avec nous. Et n'hésitez pas surtout à parler autour de vous de ces difficultés qui sont annoncées. Parce qu'ils pourront toujours raconter des belles choses, promettre. Promettre, ça n'engage que celui qui y croit, paraît-il. Alors, arrêtons d'y croire. Pour moi, je vis cette marche comme un nouveau départ. Et ça, c'est personnel. Le dossier a été moins présent chez moi ces derniers mois, il doit le redevenir. Et je pense, ça a été dit tout à l'heure, là, le moment là que vous avez organisé, et bravo aux organisateurs, merci infiniment, parce que je pense que c'est l'impulsion du nouveau départ de quelque chose. Et j'ai imaginé la marche tout à l'heure comme étant en fait comme un... Je ne sais pas si on parlait d'être mouillé à cause de ça, mais bref, j'imaginais en fait qu'on était un iceberg. C'est-à-dire qu'on était... Alors on était combien 250 à peu près à la superficie, mais donc il y avait 10 000 dessous qui en fait nous suivaient, sont prêts à nous suivre et qui bientôt quitteront leur table de restaurant dans 10 ans là, et marcheront avec nous. Non, mais si, c'est sûr. C'est sûr. Tout ça pour dire que pour ne pas être long et pour surtout rendre hommage à l'équipe qui est derrière ou avec la personne qui tient l'enceinte actuellement, le monde d'après Dinan Diversité. Moi je vais juste pour faire donner l'impulsion à Muriel citer le début du fameux document de 12 pages. Donc je vais lire que les 11 premières pages. C'est pas vrai. Juste un petit bout, mais une page en gros, où vous dites, l'équipe là, je trouve bien qu'on partage un petit bout de ce document. Vous dites que de fait, les institutions qui prétendent faire vivre la notion de démocratie sanitaire s'avèrent des coquilles vides. Le grand projet de modernisation et de restructuration de l'hospitalisation publique dans notre secteur 6, lancé en février 2021, en est un exemple patent. Depuis 3 ans en effet, à chacune des étapes de cette opération majeure d'équipement territorial, élus, citoyens, citoyennes, usagers, professionnels hospitaliers ont été confrontés à un déficit criant d'information et de concertation. On peut rappeler par exemple que dès le lancement du projet, et même pendant des mois et des mois, il a fallu une grande énergie pour obtenir la communication de la lettre de cadrage et du document fondateur qui était le rapport Rossetti. Et que comme vous le dites là, on finit par se demander si c'est vraiment le rapport qui nous a été communiqué ou un résumé de 20 pages, parce qu'on ne fait pas un projet comme ça en 20 pages. Deuxième alerte, la localisation du nouvel hôpital qui a suscité des controverses, oppositions et au final n'a été acté que par un vote au conseil communautaire de Saint-Malo Agglomération, sans que les autres élus locaux du secteur sanitaire n'aient voix au chapitre. Et moi en tant que maire, je le dis tout le temps avec des collègues, Christophe était là ce matin, d'autres on les reverra, Dominique, plein d'autres, eh bien on ne cesse de dire c'est un enjeu territorial cette affaire-là. C'est pas un enjeu, c'est bien sûr un enjeu pour les personnels, pour les habitants, l'accès aux soins, mais au-delà de ça, ce n'est pas un enjeu technocrate, c'est un enjeu d'aménagement de territoire. Vous continuez dans le document en disant « L'arrêté pris en catimini par l'ARS le 26 décembre 2023 portant création du groupe hospitalier Rance Émeraude qui acte la fusion, absorption et donc l'effacement des centres hospitaliers de Cancale et Dinan par le centre hospitalier de Saint-Malo. Ça n'est pas que symbolique. Le conseil municipal de Dinan n'a pas été sollicité pour avis sur cette décision majeure qui met un terme au rattachement pluriséculaire de l'établissement de santé à la commune. Les difficultés non avouées, mais manifestement rencontrées dans la validation du projet devant le Conseil national des investissements en santé, qui questionne la configuration, le dimensionnement et le financement des activités médicales qui sont susceptibles d'y être autorisées et réalisées. On n'est pas dupe sur ce qui est à l'œuvre. On n'est pas dupe sur ce qui est à l'œuvre, puisqu'il y a déjà 2 ans, 3 ans, je ne sais plus, on disait c'est pas crédible ce projet, au-delà de tout ce qu'on peut en penser techniquement sur le fond, etc. Mais financièrement, ce qui est annoncé n'est juste pas crédible. Et donc qu'est-ce qui se met à l'œuvre? C'est que, 1, on a raison depuis le début de dire ça, et que 2, du coup, il y a une espèce de mécanisme sordide où ça va conduire le CNIS à refuser 1 fois, 2 fois, 3 fois, et donc à faire s'éroder ce projet. Qu'on soit même d'accord ou pas avec, mais de toute façon, on va vers l'érosion encore aggravée des services. Avec un concours d'architecture qui a été lancé en juillet 23, qui ne concerne pas la rénovation du bâtiment sur lequel nous sommes, donc est uniquement ciblé sur le nouveau site, qui n'a pas fait l'objet de communication publique sur la désignation de l'équipe de maîtrise d'œuvre. Sans connaître le contenu du programme technique, pièce majeure du dossier,
On peut se demander si ce document ne sera pas devenu caduc au moment où le CNIS émettra le feu vert espéré. Et oui, il va y avoir des écarts entre les illusions du départ et le projet rabougri auquel, toute chose très triste égale par ailleurs, on risque de vouloir nous emmener. D'autres aspects de ce dossier de restructuration de l'offre publique de soins mériteraient également un effort d'information et une large concertation. Et c'est là où vous allez bien au-delà aussi, vous allez sur l'accès aux soins globalement sur le territoire et vous citez l'impact de la fusion des établissements sur les institutions médico-sociales, EHPAD, USLD, qu'ils géraient, conditions d'affectation et d'harmonisation des règles de gestion des personnels, résultats et perspectives du GCS de droit privé créé en octobre 2022 pour structurer les articulations entre le groupe hospitalier et les CPTS, l'hôpital de Dinard, l'établissement de Baguet-Morvan, etc. Voilà. Et une des conclusions, c'est, dans cette optique, il est plus que temps d'insuffler dans ce projet qui va structurer le dispositif de santé du territoire pour les décennies à venir, une forte dose de démocratie, et vous le portez aussi, une forte dose de mobilisation, irriguée par l'implication citoyenne, l'expertise propre des patients eux-mêmes, des associations, la connaissance et la responsabilité des élus et des professionnels de santé. À cette fin, pourquoi ne pas organiser dans l'année des assises territoriales de santé où l'ensemble de ces questions pourraient être débattues publiquement? Voilà, il faut relancer des initiatives. On marche, on remarchera et il faut qu'on refasse plein d'autres choses. Et Muriel, je te passe la parole. Bonjour à toutes et tous. Certains parmi vous doivent se demander pourquoi la députée de Guingamp vient jusqu'à Dinan sur ce beau dimanche ensoleillé. Eh bien, c'est parce que votre combat, c'est aussi notre combat à Guingamp et partout ailleurs. Car c'est bien partout en France que les gens sont confrontés à la défaillance de notre hôpital public qui subit depuis plus de 30 ans les conséquences des politiques libérales et austéritaires. On se bat depuis 2018 pour la sauvegarde de la maternité de Guingamp. En avril 2023, les accouchements ont été suspendus pour 6 mois. En octobre, rebelote pour 6 mois, jusqu'au 30 avril 2024. Et il y a 2 semaines, l'ARS a indiqué que les accouchements ne reprendraient pas le 1er mai. Et donc, ils ont suspendu de nouveau pour 6 mois supplémentaires. Pourtant, en 1 an, on peut déjà largement se rendre compte que cette décision est irresponsable et met les femmes et les bébés en danger. Car en 1 an, Eulalie, Inès, Margot et Antonin sont nés dans des voitures ou des camions de pompiers, faute pour la maman de pouvoir se rendre à temps à la maternité la plus proche. Sans compter ceux survenus sur des brancards aux urgences saturées, notamment à l'hôpital de Saint-Brieuc. Il y a 24 ans, fermait la maternité de Loudéac. Il y a 21 ans, fermait la maternité de Paimpol. Il y a 2 ans, fermait la maternité de Dinan. Et maintenant, c'est au tour de celle de Guingamp. Avec les mêmes méthodes. Pas assez de naissances, donc ça n'est pas sécure, soi-disant. Il y a 20 ans, le seuil était de 300 naissances par an. Ensuite, c'est passé à 500. Et maintenant, d'après le rapport du Dr Ville, les maternités n'effectuant pas 1000 accouchements par an devraient fermer. Il ne resterait sur le département que la maternité de Saint-Brieuc et la maternité privée de Plérin. Vous voyez un peu le maillage territorial. Et comme pour Dinan, l'ARS annonce pour Guingamp le maintien du centre périnatal de proximité. C'est également ce qu'on vous avait promis, il me semble, et maintenant, je crois, qu'on vous annonce que la fermeture du service de suite de couches à Dinan. Donc, difficile de faire confiance. Et je pense qu'on vous a aussi promis donc, un nouvel hôpital, ou une fusion, un nouvel hôpital flambant neuf. Alors attention, quand il y a un nouvel hôpital, quand il y a fusion, eh ben, souvent, ça veut dire fermeture de lits, ça veut dire fermeture de services. Et donc, à quoi ça sert d'avoir un nouvel hôpital tout neuf si on peut y accueillir encore moins de monde et si on peut y pratiquer encore moins de soins? La décision de suspension des accouchements à Guingamp est maintenant également justifiée par le manque de personnel soignant, notamment des gynéco-obstétriciens et des sages-femmes. Mais comment inciter des professionnels à venir travailler dans une maternité menacée de fermeture depuis 2018? Comment inciter des professionnels à s'installer durablement sur un territoire sans vision pérenne des services? Encore une fois, on crée la pénurie et ensuite on se désole. Et je sais que c'est pareil ici. Toujours d'après le rapport du Dr Ville, 111 maternités sont menacées. Et par là même,
pour moi en tout cas, c'est le droit des femmes de disposer de leur corps qui est menacé, car elles n'auront plus le choix de leur accouchement. C'est direct vers l'usine à bébés. Je suis désolée, je suis obligée de tourner à chaque fois, c'est pas pratique. Mutualisation, rationalisation, T2A, management. Voici le résultat des politiques publiques de santé menées depuis des décennies, tout gouvernement confondu, conseillées contre forte rétribution par les cabinets de conseil. Le rapport Rossetti, voilà, hein. Ou alors ça peut être McKinsey. Hein. On sait que Apital, les conciergeries privées, ont été créées par 2 anciens de McKinsey. Donc vous voyez, c'est le privé qui arrive dans le public. C'est pourtant le rôle de l'État d'assurer un service public de santé à moins de 30 minutes de chaque citoyen. Et pourtant, partout sur le territoire, des services d'urgence sont régulés, pour ne pas dire fermés, et les services d'urgence alentours sont alors saturés. Les pompiers sont également impactés par des interventions plus longues du fait de la distance à parcourir entre les différents hôpitaux. Et ils ne veulent pas avoir non plus ajouté à leur mission, déjà nombreuses, les accouchements dans leurs véhicules. Il y a quelques semaines, Gabriel Attal a annoncé un plan d'urgence pour la permanence des soins, avec comme objectif de proposer des solutions de médecins de garde aux 4 millions de Français qui n'en disposent pas en soirée et le week-end. Alors chez nous, c'est même en journée et en semaine qu'on ne dispose pas de médecins, mais bon, voilà. Donc, nous attendons avec impatience les modalités d'application de ce plan d'urgence, puisque le gouvernement refuse de contraindre les médecins à s'installer dans les déserts médicaux. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé. Nous avons déposé à l'Assemblée nationale une proposition de loi transpartisane, rédigée par l'ANEPES et co-signée par toutes les obédiences, sauf le Rassemblement national, visant notamment la régulation d'installation des médecins. Mais la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a refusé de l'inscrire à l'ordre du jour. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que l'état de notre système de santé ne résulte pas de l'incompétence de nos gouvernements successifs. Ils savent très bien ce qu'ils font. Mais c'est que c'est bien leur projet de privatiser la santé et de s'accaparer la sécurité sociale, notamment en favorisant l'ubérisation du travail, notamment en privilégiant les primes plutôt que les augmentations de salaire. Et après avoir vidé les caisses de la Sécu, ils hurlent au loup. Le système ne fonctionne pas. Il faut faire payer les patients un peu plus, et puis un peu plus. Et on augmente les mutuelles. Et pour finir, les patients à l'hôpital ne savent même plus s'ils sont dans un service privé ou public. Sauf quand ils sortent, parce qu'il y a la facture, là ils comprennent. Mais c'est seulement une fois sortis. Parce que l'objectif ici est bien que le privé prenne des parts au détriment du public. Et c'est pour répondre aux directives européennes que le gouvernement français impose cette destruction des services publics en général et celui de la santé. Le Parlement européen a approuvé la réforme du pacte de stabilité dont les nouvelles règles ouvrent la porte à une austérité permanente. La Confédération européenne des syndicats parle de réduction budgétaire de plus de 100 milliards d'euros dès l'année prochaine. En France, ces réductions de dépenses publiques vont s'élever à 22 milliards d'euros. Rigueur budgétaire, ils n'ont que ça à la bouche. On ferme les services, on régule les urgences, on suspend les accouchements dans les maternités et j'en passe, sans concertation avec les principaux concernés. Et on arrive à des aberrations qui se répercutent évidemment sur les soignants. Il y a 2 semaines, les personnels de nuit à Guingamp ont bloqué le conseil de surveillance de l'hôpital pour s'opposer aux directives reçues par simple note de service concernant l'application stricte de la réglementation qui interdit de prendre des repos compensateurs à la suite des congés annuels. Alors que cela fonctionnait comme ça depuis des années. Les filles, elles s'organisaient entre elles, ça fonctionnait très bien. Donc quel est l'intérêt pour l'hôpital d'imposer une nouvelle manière de faire alors que l'ancienne fonctionnait en autogestion? Eh bien le but pour la direction, c'est d'avoir toujours de la main-d'œuvre à merci pour combler les pénuries de personnel. Et tant pis si ça perturbe l'équipe, tant pis si elles ne sont pas contentes, tant pis si elles changent de métier. Ce management dévastateur ne fait qu'accroître le manque de reconnaissance de celles et ceux sans qui les services ne fonctionnent pas. Il y a quelques semaines, c'est à Pontivy que je me trouvais, parce que la fusion des hôpitaux Pontivy et l'Odéac s'est avérée être un véritable désastre. Et c'est partout le même scénario. Pontivy, Lannion, Dinan, Guingamp et Carhaix, qui se bat aussi pour son hôpital, et notamment son service d'urgence de nuit. Et je suppose que les camarades vous en ont parlé, mais naturellement, j'apporte tout mon soutien aux défenseurs de l'hôpital de Carhaix qui ont été convoqués par la police suite à la manifestation de septembre dernier devant la délégation départementale de l'ARS de Quimper pour protester contre la fermeture. C'est arrivé hier
hier, je crois. Ils ont été convoqués par la police, alors que le préfet avait pourtant dit qu'il n'y aurait pas de suite après cette manifestation. Donc vraiment, je leur apporte tout mon soutien, parce que c'est partout que nous devons lutter pour continuer à défendre nos services publics. La stratégie du pourrissement de l'hôpital perdure, donc soyons nombreux à perdurer également dans la mobilisation pour un accès aux soins pour tous, parce que l'hôpital, c'est vital. Et merci à vous d'avoir remobilisé les troupes pour défendre votre hôpital, vos hôpitaux, puisque j'ai bien compris que c'était Dinan et Saint-Malo. Et je pense qu'il faut vraiment maintenant qu'on arrive à agréger toutes ces mobilisations, parce que ce n'est pas chacun pour sa chapelle, c'est bien le système de santé publique qu'il faut défendre ici. Je vous remercie. Merci.